La fourmi, c'est un conte du désert. Il est connu en Mauritanie, mais aussi dans tous les grands déserts du monde. L'ébone, un conte. L'hippone raconte. Ce jour-là, une jeune fourmi avait osé. Oui, elle avait osé rester là dans son trou en train de travailler pendant que toutes les autres fourmis se bousculaient. Oui, elle se bousculait pour se prosterner sous les pieds de Salomon. Salomon qui se promenait dans le désert à côté de leur fourmilière. Salomon était un roi doublé d'un prophète. Il avait des dons impressionnants, dont celui de dompter les animaux, de comprendre leur langage et leur parler. Malgré les ruades et bousculades de la foule, Salomon a remarqué l'absence de la jeune fourmi. Il leva la tête, la découvrit dans son trou et lui dit: « Mais que fais-tu là, bête menue? Et pourquoi ne fais-tu pas comme tes congénères ?»« Sire, répondit-elle, ce n'est ni par impolitesse, ni par désobéissance que je ne suis pas venue comme les autres. Mais tout simplement, je m'occupe à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Vous voyez, je veux déplacer cette dune de sable que vous voyez là. »« Ah 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 ah, mon pauvre ami, rétorqua le roi Salomon. Je doute que tu aies la vertu nécessaire, c'est-à-dire la patience, et surtout la chance suffisante, c'est-à-dire la longévité pour accomplir ce travail immense. Moi non plus, je n'en sais rien, confessa la fourmi. Mais ce que je sais, continua-t-elle, c'est que la force qui me pousse est plus puissante que la tempête du désert, plus fort que tous les cyclones et plus dévastatrice que la guerre. Je veux parler de la force de l'amour, car de l'autre côté de la dune de sable se trouve ma bien-aimée. Si je mourais avant de l'atteindre, je finirai ma vie dans la folie de cette chose qui meurt en dernier dans le cœur des êtres, c'est-à-dire l'espérance. Cet échange a fortement ébranlé le grand roi et prophète Salomon, qui, dans le désert au milieu de nulle part, a compris le vrai sens de l'amour. L'exil avorté. L'ébone, l'hippone. L'âne, le chien et le coq, qui ont toujours vécu avec l'homme, décident un jour de se séparer de lui et d'aller vivre dans la forêt lointaine. En cours de route, chacun dit ce qu'il reproche à l'homme. L'âne qui est choisi comme chef de groupe commence. Moi, dit-il, l'homme me fait travailler toute la journée. Je laboure la terre, je lui transporte son eau et ses bagages, et quand le soir je rentre enfin à la maison, il me donne un violent coup de bâton et m'ordonne d'aller chercher à manger. Alors que mon cousin le cheval, il est traité comme un prince. L'homme lui apporte à manger, il lui coupe ses sabots, il lui fait tout. Et même quand il monte sur son dos, il lui met une selle pour ne pas lui faire du mal. Cette situation, je ne peux plus la supporter. Le chien prend la parole et il dit: « Moi, je travaille toute la journée et toute la nuit. Le jour, j'accompagne le berger pour garder le troupeau et le soir, je veille au moment où tout le monde dort. Et avec tout ça, l'homme ne me donne que ses restes à manger. Et s'il n'a pas de reste, je ne mange pas. Alors que mon cousin le chat, il ne sort même pas de la maison. L'homme le traite comme son fils. Cet enfer, moi non plus, je ne peux plus le supporter. » Enfin, le coq intervient. « Moi, tout le monde sait que c'est moi qui réveille l'homme le matin pour faire ses prières et ensuite vaquer à ses occupations. Mais quand il a de la visite, il me tue. Quand il est à court d'argent, il me vend au marché. Cette précarité, moi, je ne peux plus la supporter. » Après la parole du coq, les trois amis arrivent au milieu de la forêt. Ils se construisent chacun une case et s'y installent.
Ils vivent ainsi tranquillement pendant de nombreuses années. Un jour, Bouki la hyène, passant à côté de leur case, remarque leur présence. Elle file avertir l'éléphant, son chef. Ce dernier, pour vérifier les dires de Bouki la hyène, envoie Golo le singe. En voyant Golo le singe arriver, le chien dit à ses amis: « Laissez-le venir, je m'en charge. » Il saute sur Golo et lui casse une patte. Celui-ci s'en retourne en traînant la patte. L'éléphant lui dit: « Toi, tu n'es qu'un vaurien. » Il envoie le charognard. Lorsque l'âne aperçoit le charognard, il dit à ses amis: « Celui-ci, laissez-le avec moi, je lui règle son compte. » L'âne se couche pour faire le mort. En le voyant dans cette position, le charognard se précipite sur lui. Et aussitôt, les trois amis se jettent sur lui et lui administrent de violents coups de bâton. Le charognard repart, le corps couvert de sang. « Vous êtes tous des vauriens, » dit l'éléphant aux autres. « Cette fois-ci, c'est moi qui vais y aller. » Au moment où il s'approche des trois amis, le coq dit: « Celui-ci, c'est moi qui m'en charge. » Le coq se met sur la branche d'un arbre et attend le passage de l'éléphant. Lorsque ce dernier arrive jusqu'à son niveau, le coq saute sur lui en battant des ailes très fort et il dépose un œuf sur la tête de l'éléphant. Tout cela accompagné par de très forts cocorico, cocorico, cocorico. Pris de peur, l'éléphant prend la fuite. En se sauvant, il piétine les cases des trois amis. L'âne alors rassemble ses compagnons et leur dit: « Ces gens ne nous laisseront plus jamais tranquilles et nous ne savons pas où aller. Je vous suggère d'appliquer l'adage qui dit que celui qui ne sait plus où aller doit retourner là d'où il est venu. » Trois bœufs vivaient ensemble dans une forêt. Ils étaient dans la forêt loin des autres animaux. Dans cet endroit, l'eau et le pâturage étaient abondants. Les bœufs vivaient dans la joie et la bonne humeur. Il leur arrivait d'organiser des soirées de fête où ils chantaient et dansaient. Ils dansaient Mazayan kum 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 Mazayan kum, et ils chantaient. Chacun disait aux autres que vous êtes jolis, que vous êtes beaux. Seulement les trois bœufs étaient de couleurs différentes. L'un était blanc, l'autre était noir et le troisième, lui, il était marron. Un jour, les bœufs reçoivent la visite de Gaindé le lion, qui leur propose de rester quelques jours avec eux. Les bœufs acceptent et continuent de vivre comme si de rien n'était. Mais le lion, lui, ce qu'il désire, c'est de manger les bœufs. Mais comme ils sont tout le temps ensemble, il ne pouvait pas le faire. Un soir, après la soirée de fête organisée par les bœufs, le lion vient à côté du bœuf blanc et du bœuf marron et leur dit: « J'ai remarqué une chose que vous n'avez pas vue. Ce bœuf noir, il est trop gourmand. Tout le pâturage, toute l'eau, si vous ne faites pas quelque chose, il va les finir bientôt et vous allez tous mourir de faim. J'ai même vu que dans l'enclos où vous dormez, lui, le bœuf noir, il prend toute la place. Alors, tuons-le avant qu'il ne soit trop tard. Et comme ça, vous allez rester dans la forêt avec tout le pâturage. » Les deux bœufs opposent un refus catégorique à la proposition du lion. « Non, non, nous refusons de le tuer, c'est notre frère. » Le lendemain, le bœuf blanc et le bœuf marron commencent à prêter attention à la façon de manger et de boire du bœuf noir. Quand il s'arrête pour l'observer, lui, il continue à manger et à boire comme si de rien n'était. Une semaine passe. Le lion, comme pour la première fois, vient voir le bœuf blanc et le bœuf marron et leur fait la même proposition. Encore une fois, les deux bœufs opposent un refus. Mais un refus moins catégorique. Non, non, nous ne le tuons pas, c'est notre frère.
Les jours se succèdent aux jours et les deux bœufs prêtent de plus en plus attention au comportement du bœuf noir. À la fin de la 3e semaine, après la fête du soir, les deux bœufs aident le lion à tuer le bœuf noir. Le lion le mange sur le champ. Un mois après, le lion s'approche discrètement du bœuf marron et lui dit: « Tu vois ce bœuf blanc-là? Il est différent de nous. Toi, tu es marron, moi aussi, et je suis marron, mais lui, il est blanc. Débarrassons-nous de lui. Et comme ça, nous allons rester seuls dans la forêt avec notre belle couleur que tu vois là. » Le bœuf marron lui aussi, n'ayant pas compris la ruse du lion, l'aide à tuer le bœuf blanc et le lion le dévore sur le coup. Quelque temps après, puisque le bœuf marron était resté tout seul dans la forêt avec le lion, eh bien ce dernier n'a pas eu de peine pour le dévorer. On dit dans ma langue, Mbolo, Moïdole, c'est l'union qui fait la force. L'autruche, c'est un conte mort de la Mauritanie. Lebon, Lipon. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu d'autruche à Fondé. Fondé, le village du vieux Moussa. Un matin, un animal géant, haut sur pattes, qui ne ressemble pas à un oiseau parce qu'il est grand comme un chameau, mais qui ne ressemble pas non plus à un mammifère parce qu'il a des plumes et qu'il a seulement 2 pattes. Cet animal bizarre entre dans le village. Il se dirige sur la place du marché où sont réunis d'ailleurs Moussa le vieux commerçant et plusieurs autres personnes. En voyant la bête, tous ils s'enfuient, vieux et jeunes. L'animal, seul sur la place publique, se promène tranquillement. Au bout d'un moment, un enfant qui était caché sous une peau de chameau, non loin de l'autruche, claque ses 2 mains pour lui faire du mal. Et là, on voit l'autruche qui esquisse des pas de danse. L'enfant recommence et l'autruche se met à danser. Aussitôt, les enfants, puis les adultes se regroupent autour de lui en tapant des mains. Et l'autruche continue de danser de plus belle. La nouvelle se répand dans tous les villages et jusqu'aux confins du désert et de la forêt. Car à ce temps-là, les animaux et les hommes parlaient le même langage. Aussitôt, le lion apprend la nouvelle. Et justement, cela coïncide avec la naissance de son fils, un beau petit lionceau. Le lion invite tout le monde à une grande fête, l'autruche et tous les grands danseurs du pays. À cette occasion, le lion décide de faire des cadeaux et de donner beaucoup de privilèges aux meilleurs danseurs, ainsi qu'à sa famille et à ses proches parents. Tout le monde répond à l'appel. La fête commence. Chacun danse de son côté. Le roi lion s'installe au milieu de tout le monde avec sa femme et le petit bébé, le bébé bien installé dans sa couchette. Bouki la hyène, qui ne savait pas danser, mais qui voulait attirer les faveurs du lion, s'active en faisant des va-et-vient entre la foule et la famille royale. Au bout d'un moment, l'autruche danse si bien qu'elle attire l'attention de tout le public. Tout le monde s'arrête de danser pour la regarder et l'applaudir. C'est alors que Bouki la hyène s'approche de Gaindé le lion et lui chuchote au creux de l'oreille. « C'est ma nièce, l'autruche est ma nièce !» L'autruche continue sa danse en sautant, en virevoltant de tous les sens. Et dans son élan, poutchar, elle piétine et éventre le petit lionceau. Puis, sans attendre, l'autruche s'envole dans les airs. Après avoir constaté le drame, le lion dit à l'assemblée: « Nous allons venger mon fils, car si l'autruche s'est enfuie, son oncle est ici parmi nous. »
Il désigne Bouki la hyène. Bouki la hyène, les larmes aux yeux, dit « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun lien de parenté entre l'autruche qui est un oiseau et moi-même qui suis un mammifère. » Épouser une jolie femme est un risque. C'est un conte peul du sud de la Mauritanie. Lebon Lipon. Fatoumata était une belle femme. On aurait dit une perle de diamant sucée et crachée par Dieu en personne. Elle habitait avec son mari Moussa une cabane située dans la forêt non loin de Kermour, mon village. Moussa était un grand chasseur. En ce temps-là, toute la région faisait partie du royaume du roi tout-puissant, Bourdolé. Un jour, le roi Bourdolé se promenait sur son cheval. Il aperçoit Fatoumata, qui était habillée d'une robe en soie. Elle était coiffée d'un foulard assorti. Elle était là, assise sur le seuil de la porte de sa cabane, en train de préparer du couscous pour le repas du soir. Son mari Moussa était encore à la chasse. Ce jour-là, le roi manqua de tomber de son cheval en voyant cette beauté si rare. Ses courtisans l'aidèrent à continuer son chemin. À cette époque, le royaume était en guerre contre un autre royaume. Le lendemain, le roi Bourdolé envoie le mari de Fatoumata au front. Tous les jours qui suivent, le roi passe voir Fatoumata et lui apporte des cadeaux. Une nuit, il va voir Fatoumata dans sa cabane et lui dit « Je ne peux plus m'empêcher de te le dire. Je suis follement amoureux de toi. Je veux que tu sois ma maîtresse maintenant et tout de suite. Et si ton mari ne revient pas de la guerre, je te prendrai comme une seconde épouse. Et tu seras ma reine favorite. Tu vivras avec moi dans mon palais. » Fatoumata calmement répond « Sire, vous avez le droit de vie et de mort sur tous les citoyens de votre royaume, y compris sur moi-même bien sûr. Si vous voulez me prendre par la force, je ne peux pas vous résister. Mais si vous me demandez mon avis, j'aime un homme, c'est mon mari. » À ces paroles, le roi reste comme pétrifié sur le lit où il était assis. Au bout d'un long moment de silence, il se lève et rentre chez lui. Mais ce que ni le roi ni Fatoumata ne savaient, c'est que Moussa était revenu de la guerre. Il était revenu juste au moment où le roi entrait dans la cabane et qu'il a tout entendu. Après le départ du roi, Moussa passe le reste de la nuit dehors avec ses soucis. Au matin, il entre dans la case, il réveille sa femme et lui apprend que la guerre est finie. Fatoumata jubile, elle embrasse son mari de tous les côtés. Mais ce dernier reste silencieux et calme. Elle s'inquiète, lui pose des questions sur sa santé, sur tout. Mais lui reste calme. Au bout d'un moment, Moussa dit à sa femme « Rentre chez tes parents jusqu'à ce que je voie plus clair. » « Pourquoi ?» répond cette dernière. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Mais là aussi, pas de réponse précise. Fatoumata fait son sac et rentre chez ses parents. 1 semaine, 2, 3 semaines passent. Et Moussa ne va pas donner d'explication à la famille de Fatoumata. Les parents de Fatoumata décident d'amener l'affaire chez le juge. En ce temps-là, le roi était aussi le juge. Le roi reçoit les deux parties et donne d'abord la parole à Fatoumata, qui dit « Moi, je n'ai rien compris. Mon mari est parti au front, j'étais contente et pressée de le voir rentrer. Mais le jour où il est arrivé, il m'a tout simplement dit de partir chez mes parents. » Alors le roi se tourne vers Moussa et lui dit « Mais toi, tu n'aimes pas cette femme ?»« Si, » répond Moussa, « je l'aime aujourd'hui plus qu'hier. » « Et alors pourquoi tu lui as demandé de partir chez ses parents ?» reprend le roi. « C'est parce que j'ai peur
continue Moussa. Peur de quoi? Demande le roi et ses notables qui l'entouraient. Une nuit, continue Moussa, j'ai vu les traces d'un lion dans ma maison. Comme je n'ai pas la force de protéger ma femme, je lui ai demandé de partir chez ses parents. À ces mots, le roi reste longtemps silencieux et calme lui aussi. Puis, il se tourne vers Moussa et lui dit: mais est-ce que tu as remarqué des dégâts après le passage du lion? Non, répond ce dernier. Alors retournez chez vous tous les deux. Le lion ne viendra plus vous déranger.